Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux Journées d'été des écologistes 2020 en direct de la cité fertile de Pantin. Les animaux non humains sont souvent réduits à leur appartenance à une espèce. Derrière ce monde animal, il existe plus d'1 million de ces espèces. Et aujourd'hui, les avancées scientifiques, notamment en éthologie, la science étudiant leur comportement, montre l'intérêt de considérer l'animal comme un individu, capable d'éprouver des sensations et d'être acteur de son environnement, la sentience et l'agentivité. Je suis Francis Faytou, conseiller municipal de Bordeaux, délégué au respect du vivant et à la condition animale et référent pour l'Aquitaine de la commission Conditions animales Europe Écologie Les Verts. Et je suis avec nos invités du jour, Marie Scombre, conseillère régionale et tête de liste féminine Nouvelle-Aquitaine, et Manon Havet, adjointe à la maire Europe Écologie Les Verts du 12e arrondissement, Emmanuel Pierre-Marie, et qui est déléguée à la transition écologique, aux espaces verts et à la condition animale. Alors notre premier sujet, c'est parlons écosystème, pour commencer. D'après vous, comment les préserver et les favoriser? Qui veut commencer? Je t'en prie, Oui, Marie. D'accord. Avant de parler préservation des écosystèmes et puis de la façon de les protéger, de les préserver, je crois qu'il est très important de poser où nous en sommes aujourd'hui pour bien comprendre la situation du vivant, où nous en sommes en ce début du XXIe siècle sur justement qu'en est-il de la biodiversité, qu'en est-il du vivant aujourd'hui. Unanimement, les scientifiques donc, nous disent que nous sommes aujourd'hui dans une 6e extinction de masse des espèces. La vie disparaît petit à petit, que ce soit dans les sols, dans les océans, que cela concerne les oiseaux, les insectes ou les grands mammifères. Il y a une énorme érosion donc, de la biodiversité et du vivant. Cet effondrement des espèces, donc, c'est un tissu qui est très impacté. Il y a 3 chiffres significatifs qu'il est bon de retenir et qui sont très importants. 1/3 des oiseaux ont disparu en 15 ans en Europe, 80% des insectes volants en 30 ans, et au niveau et à l'échelle planétaire, donc c'est quand même 60% des animaux sauvages que nous avons perdus. Et tout ceci donc n'est pas neutre, puisqu'on assiste à une accélération donc, de cette disparition de l'ensemble des insectes, du vivant. Plusieurs raisons pour cela, des raisons qu'il faut quand même identifier. Il y a, on va dire, 5 raisons essentielles de l'érosion de la biodiversité. Une qui est particulièrement dévastatrice, mais que tout le monde connaît, c'est l'urbanisation. C'est toute cette destruction donc, et fragmentation des habitats liée donc, à cette urbanisation galopante, à cet étalement urbain. La seconde raison est la pollution, les pollutions chimiques de la terre, de l'air, de l'eau, mais aussi toutes les pollutions liées aux déchets, et notamment, on le connaît tous avec le plastique dans les océans, ainsi que toutes les pollutions issues de tout le tissu industriel. La troisième raison, qui est très importante aussi et qui explique cette disparition toujours de l'ensemble de cette biodiversité, ce sont les prélèvements et la surexploitation des espèces. Ça peut se manifester dans un cadre illégal comme le braconnage, mais aussi légal comme la surpêche. La quatrième raison de ces désastres en cours, c'est l'introduction d'espèces que l'on nomme invasives, pour lesquelles on a du mal à lutter puisqu'elles se prolifèrent énormément, comme pour le frelon asiatique ou l'écrevisse américaine. Et en fait, la cinquième raison, qui est un petit peu plus globale, qui touche donc au-delà même de la biodiversité, donc c'est tout ce qui concerne évidemment le dérèglement climatique qui accentue donc toutes ces raisons de destruction et d'érosion de la biodiversité. Donc voilà, ça je voulais évoquer ces grandes causes de disparition parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles sont toujours d'actualité, et c'est sur ces points-là qu'il faut justement lutter. C'est à partir d'un bon état des lieux que l'on peut savoir sur quel plan agir. Donc des points qui sont évoqués, on parle des fois comme solution de préservation, la sanctuarisation d'espaces. Donc ce sont des territoires qui peuvent être peu
ou presque pas du tout investi par l'humain, justement, pour laisser la nature reprendre le dessus. Nous, c'est un petit peu ce que nous avons fait en région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons accompagné les SEN, les conservatoires d'espaces naturels, pour effectuer des acquisitions qui vont doubler les espaces naturels à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, pour arriver à la fin du mandat à 2500 hectares de terres privilégiées, sanctuarisées, pour soustraire justement tous ces espaces naturels remarquables à de potentielles urbanisations ou étalements urbains. On parle aussi souvent de réensauvagement en ce moment. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait l'idéal, en fait. Ces espaces sauvages pour la faune et pour la flore, et puis pour l'ensemble des écosystèmes naturels. Voilà, ça nécessite des espaces extrêmement grands, ça nécessite aussi des corridors écologiques entre espaces sur un ensemble donc de territoires assez conséquents qui peut se traduire en dizaines de milliers d'hectares. Alors l'avantage de ces espaces d'ensauvagement, de réensauvagement, on va dire, est double, parce qu'ils génèrent évidemment donc une recrudescence, un redéploiement de la biodiversité qui va s'installer de nouveau avec tout son écosystème pour se remettre en place, mais il est aussi performant dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique, puisque, comme vous le savez, ce sont des puits carbone naturels qui captent le mieux les gaz à effet de serre, et notamment le CO2. Donc ces zones-là d'espace rendues à la nature, voilà, permettraient non seulement la reconstitution de la biodiversité, mais également donc permettrait aussi d'accroître la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, donc voilà, deux potentialités de lutter contre l'érosion de la biodiversité. Merci Maryse. Manon? Tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci beaucoup à la commission Conditions Animales pour l'invitation, donc notamment à Fiona Mille, à François Fétou. Merci aussi à Théo Garcia-Badin. Alors la campagne pour les municipales 2020 à Paris a vu la plupart des programmes politiques se verdir et les candidats et candidates mettre en avant la promesse de végétalisation de l'espace public, avec une augmentation du nombre d'hectares dévolus aux espaces verts et des objectifs ambitieux en termes de plantation d'arbres annoncés. Alors si le débat a parfois donné lieu à une surenchère un peu caricaturale, nous pouvons réellement nous féliciter que le sujet de la végétalisation, qui nous est si cher en tant qu'écologistes, ait été au centre du débat. Alors, quand on pense à Paris, on se représente une ville principalement minérale, avec beaucoup de béton et relativement peu de place pour la nature en ville. Et en effet, c'est l'une des villes les plus denses au monde, avec le moins d'espace, de mètres carrés d'espace vert par habitant. La ville comprend en effet une moyenne de 6 mètres carrés d'espace vert par habitant, 14 si on inclut les bois de Boulogne et de Vincennes, contre par exemple 45 mètres carrés par habitant à Londres et 59 mètres carrés d'espace vert par habitant à Bruxelles. Les villes modernes se sont souvent en effet construites sur le rejet du naturel à l'extérieur de la ville. Et pourtant, dorénavant, il semble acquis, au moins dans les discours, qu'il est le temps vraiment qu'il est venu de changer de modèle et de réintégrer la nature en ville. Au-delà du nombre d'arbres et du nombre d'hectares de végétation, nous aspirons, bien entendu, à ce que la diversité du vivant, diversité végétale et animale, puisse être préservée et même être favorisée, augmentée dans la ville. Paris est une ville qui semblerait laisser peu de place à la biodiversité, et pourtant, une faune et une flore particulières y vivent, et les animaux sont bien présents à Paris. On compte en effet environ 1200 espèces animales. Paris comprend en effet, donc outre les libellules coccinelles, des écrevisses, des anguilles brochées, des grenouilles, des tritons, ainsi que des faucons pèlerins, des renards, des fouines, des écureuils roux, des hérissons, 11 espèces de chauves-souris. Voilà, pour ne citer que ces exemples. Et certaines de ces espèces sont actuellement en grande difficulté, notamment les moineaux, les hérissons, les abeilles sauvages et les libellules, qui se font de plus en plus rares. Par exemple, la population de moineaux a largement diminué en 10 ans,
La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, estime qu'à Paris, en 13 ans, 3 moineaux sur 4 ont disparu, donc entre 2006 et 2019 approximativement. Ils sont en difficulté, notamment à cause de la diminution de leur site de nidification et de la raréfaction des insectes pour leur alimentation, et notamment l'alimentation des jeunes. Au niveau de la municipalité, il existe des leviers que l'on pourrait activer pour préserver ces espèces et aider à l'implantation ou à la préservation de la biodiversité. Je vais vous présenter quelques leviers. Alors, un premier, c'est bien sûr de favoriser les installations à destination de la petite faune, comme les nichoirs à moineaux et à chauves-souris. En ce qui concerne les nichoirs à moineaux, il faut qu'il soit plusieurs nichoirs regroupés pour que les moineaux puissent nicher en colonie, car ils ne sont pas des animaux solitaires. Et il faut aussi, à proximité, avoir des buissons touffus ou de lierre pour créer des abris. Également, bien sûr, pour eux, favoriser les plantes qui attirent les insectes au printemps et produisent des graines en automne. Un deuxième levier est bien sûr de poursuivre la réalisation de trames vertes ou de corridors verts qui instaurent des continuités écologiques entre les espaces pour relier par exemple les bois, les parcs et jardins, aussi également les pieds d'arbres, tous les espaces végétalisés de la ville. Et ces continuités sont réellement indispensables aux espèces animales. Cela permet d'éviter la fragmentation des habitats et cela permet la circulation des espèces. Un troisième levier est de revoir l'entretien des espaces verts et par exemple d'abandonner la taille et l'élagage des arbres et buissons entre la mi-mars et septembre. Également de planter des essences locales diversifiées. Quatrièmement, poursuivre et développer les permis de végétaliser qui ont été mis en place à Paris notamment, qui permettent aux habitants et aux habitantes volontaires de végétaliser les pieds d'arbres dans la rue. L'éclairage public la nuit est également à revoir. Éclairage public, mais aussi parfois privé. Éviter à tout prix que l'éclairage soit dirigé vers le ciel, ce qui est le cas pour certains bâtiments, par exemple, et certains monuments, parce que ce type d'éclairage perturbe les oiseaux. Veiller également à ce que l'interdiction de l'éclairage publicitaire la nuit soit respectée. Avec tout cela, il s'agit de former des trames noires, donc pour une continuité sans pollution lumineuse. Il faut également limiter le bruit qui affecte autant les humains que les oiseaux et les chauves-souris. C'est le concept de trame blanche. Indispensable également, septièmement, de laisser certains espaces en friche. Donc, on pourrait développer des zones délimitées de végétation spontanée au sein des espaces verts, dans les parcs, également dans les cimetières, sur des espaces dans la ville qui sont délaissés momentanément, dans les jardins partagés, sur les pieds d'arbres, etc. Cela permet de favoriser la biodiversité. Également indispensable de préserver certains endroits des humains dans la ville. Alors à Paris, nous avons l'exemple de la Petite Ceinture, qui est une ancienne voie de chemin de fer qui entoure Paris. Certains espaces ont été ouverts aux piétons, mais d'autres doivent rester non accessibles aux piétons et sanctuarisés pour préserver cette réserve de biodiversité. C'est en effet dans ces espaces que vivent les hérissons et également les pipistrelles communes, une espèce de chauve-souris. On a remarqué que c'était la plus grande colonie d'hibernation urbaine connue à ce jour en France. Voilà, donc en fait, il s'agit vraiment de comprendre que nous ne sommes pas les seuls à habiter Paris et que nous devons aussi penser ainsi l'organisation de l'espace pour pouvoir cohabiter avec les animaux sauvages. Un autre élément, bien sûr, est d'aider les pollinisateurs qui ont un rôle crucial dans la biodiversité. Pour les abeilles, des ruches ont été installées en nombre, puisqu'aujourd'hui, à Paris, on compte environ 2000 ruches sur les toits. Cependant, à ce stade, ça crée aussi un déséquilibre, puisque la multiplication des ruches peut s'avérer avoir un impact négatif sur les abeilles sauvages solitaires qui ne produisent pas de miel, mais qui ont un rôle essentiel dans la pollinisation. Pour cela, il faudra veiller à installer des hôtels à insectes qui servent également aux autres pollinisateurs essentiels, les bourdons et les papillons. Merci Manon. Parfait, réponse très très intéressante avec plusieurs points
volontaires. Deuxième question, comment agir pour les animaux et la biodiversité à vos niveaux respectifs, régional, municipal? Quels sont les enjeux, les priorités et quels sont les moyens? Donc je vais d'abord décliner un petit peu au niveau régional les outils que l'on a mis en œuvre justement pour répondre à l'érosion de toute cette biodiversité à partir du constat que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire des différentes causes de cette érosion. Donc différents outils que l'on a mis en œuvre, ce qui nous a permis aussi, grâce à ces outils, d'aboutir en termes de politique publique. Et voilà, donc je vais vous faire ce petit éventail, ce petit champ d'horizon sur ce que l'on a fait en Nouvelle-Aquitaine, qui peut être évidemment transposable ou qui existe aussi dans d'autres régions. Donc nous avons mis en place une stratégie forte, vous l'avez compris, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Les différents outils sont importants, notamment on part d'outils comme l'Agence régionale de biodiversité qui est dotée d'un observatoire de suivi des espèces, qu'elles soient de la faune ou de la flore, pour ensuite arriver vers un outil que l'on a créé qui s'appelle Ecobiose. Ecobiose, c'est un petit peu pour les nantis l'IPBES régional. Donc c'est tout cet organisme qui fait un suivi justement sur la vie, sur le vivant et sur toute la biodiversité. Cet outil Ecobiose, il y a plus de 110 scientifiques qui y siègent, qui y travaillent, issus de différents domaines d'activité, entre guillemets, mais dont le lien est justement le vivant et tous les services écosystémiques que rend ce vivant et comment intégrer justement cette prise en compte-là dans les politiques publiques régionales. Donc ils font des rapports, évidemment, ce comité de scientifiques élabore des rapports, des états des lieux, donc qui sont des points d'appui pour construire et pour prendre des décisions donc, en termes de politique régionale qui inclut ce champ de la biodiversité. Nous avons aussi instauré une feuille de route transition écologique énergétique dans laquelle la biodiversité, l'environnement et le vivant a toute sa place. Cette feuille de route que l'on appelle Néoterra, qui a été mise en œuvre en 2019, se compose de 11 ambitions très fortes. Et dans ces ambitions, donc, il y a tout le champ de la protection de nos ressources naturelles et de la biodiversité. Et durant notre mandat, on va dire que l'ensemble de ces outils nous a permis de mettre en place un plan pollinisateur pour protéger les espaces naturels, pour préserver donc les pollinisateurs et leur habitat. Et tout le monde sait à quel point les pollinisateurs sont très importants pour la vie et pour l'alimentation aussi, puisque 75% donc des cultures vivrières dépendent des pollinisateurs. Donc nous avons posé un acte très fort sur ce plan pollinisateur-là. Nous avons aussi entamé des actions pour augmenter des territoires engagés, que l'on appelle, mais engagés sur les trames vertes et bleues, avec un objectif lié à la feuille de route Néoterra de 1000 territoires à horizon 2030, puisque cette feuille de route donc, a fixé des objectifs, des actions concrètes aussi, mais à horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes à 100 territoires engagés. Une politique aussi menée sur la zéro destruction de zones humides. Les zones humides sont très, très importantes. On parle souvent de forêts, de déforestation. Les zones humides, il n'en reste plus beaucoup à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Ça représente 4 à 6%. Quand on pense que dans les zones humides, il y a par exemple les tourbières. Les tourbières, c'est 3% au niveau planétaire. Mais ces 3% de tourbières peuvent capter, les tourbières peuvent capter autant de gaz à effet de serre, de CO2, que ne le feraient les forêts. Donc les zones humides sont vraiment à préserver, et c'est pour ça que tout à l'heure on a évoqué l'ensauvagement, le réensauvagement des espaces. Ça permettrait aussi le redéploiement, la réémergence de zones humides qui seraient donc intéressantes partout. Nous avons créé aussi un nouveau PNR et il y en a 3 autres en étude. Nous avons aussi mené, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, à travers l'accompagnement des SEN, des conservatoires d'espaces naturels, un redéploiement et une réappropriation et des acquisitions donc, d'espaces remarquables pour empêcher justement qu'ils ne soient détériorés. Nous sommes à 6 réserves naturelles nouvelles à aujourd'hui. Et nous sommes passés de 9 à 15 réserves naturelles avec un objectif de
par rapport à notre feuille de route à horizon 2030, de 25 nouvelles réserves naturelles. Nous avons acté aussi quelque chose de très fort, je crois qui est unique au sein d'une région pour l'instant, c'est la sortie des pesticides de synthèse, la sortie totale des pesticides de synthèse, donc toujours à horizon 2030. Voilà, donc différentes choses que nous ont permis tous ces outils. L'outil plus institutionnel qui est le SRADET, le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité du territoire, nous a permis d'acter aussi une politique forte sur l'emprise foncière, sur l'artificialisation des sols, puisque nous avons acté le fait que nous allons diminuer de 50% je vais trouver mes mots, d'emprise foncière, donc qui ne sont toujours pas pour l'instant prises en compte. Donc voilà, tout ça sont des choses importantes. Par rapport au réensauvagement, je reviens dessus aussi, qui est propice donc à la biodiversité et au sauvage, c'est vraiment quelque chose de très important pour la biodiversité dans son ensemble et le vivant aussi dans son ensemble, mais quelque chose qui nous paraît très important aussi, qui n'est pas la seule préoccupation du sauvage, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la préoccupation des animaux sur tout ce qui est élevage industriel. Alors là, nous avons acté quelque chose de très fort. Nous avons déposé une motion régionale qui a eu des effets sur un règlement d'intervention concernant la bientraitance animale dans le cadre des élevages, c'est-à-dire que la motion parlait d'empêcher toute subvention régionale, toute subvention d'argent public sur le broyage des poussins vivants, sur les élevages en cage de poules et puis aussi sur la castration des porcelets, la castration des porcelets vivants. Donc ça a eu un effet fort, c'est-à-dire que pour l'instant, aucune subvention ne va vers ces industries-là voilà, qui ne prennent pas assez en compte la souffrance animale et la bientraitance animale. Merci Maryse. Pile poil dans les temps. Manon. Il y a actuellement une attente citoyenne qui est très forte de voir les élus s'engager contre les souffrances infligées aux animaux et pour respecter et protéger les animaux. Il suffit de voir le succès du référendum pour les animaux qui présente 6 mesures pour le bien-être animal pour s'en convaincre. L'une des mesures d'ailleurs proposées par ce référendum pour les animaux est l'interdiction des spectacles avec animaux sauvages. Et au niveau municipal, la question des cirques avec animaux sauvages et plus généralement des spectacles avec animaux se pose vraiment avec acuité. En effet, si la mairie ne peut pas formellement prononcer une interdiction de la détention d'animaux sauvages dans les cirques, cette interdiction ne pouvant relever que de l'État, toutefois, la mairie peut décider de ne pas accorder d'autorisation d'occupation d'espace à des cirques qui viendraient avec des animaux sauvages. Donc, elle dispose vraiment d'un levier très important. Ainsi, la ville de Paris s'était engagée en 2019, fin 2019, à ne plus accorder, à partir de 2020, de nouvelles autorisations d'occupation d'espaces temporaires du domaine public aux cirques qui proposeraient des numéros impliquant des lions, des tigres, des éléphants ou encore des singes. Au Conseil de Paris de novembre 2019, la fin des spectacles avec animaux sauvages dans les cirques a été entérinée. C'est le fruit du travail de la mission animale en ville qui a été portée par des élus écologistes. L'enjeu est également de pouvoir accompagner les cirques dans leur transition. Et la ville avait tout d'abord ouvert un dialogue. Il y a eu une concertation de 5 mois menée en 2018 pour déterminer les modalités de soutien et d'accompagnement des cirques dans leur transition. La ville s'est engagée à accompagner les 4 cirques concernés jusqu'à 2022 dans une transition économique et artistique vers des spectacles sans animaux sauvages. Alors sur les 4 cirques concernés à Paris, un seul a accepté de signer la convention et bénéficie ainsi d'une aide à la reconversion d'environ 50 000 € sur 3 ans. L'étape suivante, c'est d'interpeller l'État, donc les parlementaires qui ont compétence pour légiférer sur ce point.
Puis se pose également la question des conditions de mise à la retraite de ces animaux sauvages. À ce sujet, la ville de Paris subventionne des refuges accueillant des animaux issus de cirques depuis décembre 2019. Se pose également maintenant la question des animaux non sauvages dans les cirques. En effet, les animaux domestiques dans les cirques subissent aussi des conditions de vie difficiles, que ce soit l'espace réduit en cage, les conditions de transport, parfois des conditions de dressage non souhaitables. Parmi les animaux domestiques des cirques, il y a également des animaux exotiques, chameaux et dromadaires notamment. De plus, la loi ne dit rien, ne réglemente pas du tout les conditions de détention et d'utilisation des animaux domestiques dans les cirques, alors que depuis un arrêté de 2011, elle réglementait la détention et l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques, par exemple, disait quelle doit être la taille des cages pour les fauves, etc. Donc à ce sujet, il y a un vide juridique, d'où la nécessité de continuer à interpeller les législateurs et également de proposer l'horizon des cirques sans animaux et de promouvoir avant tout les spectacles humains dans les cirques. À ce sujet, l'association Paris Animaux Zoopolis a d'ailleurs lancé une pétition pour demander que la question des cirques sans animaux soit ajoutée à l'ordre du jour législatif du Sénat. Voilà, donc il y a cette question des cirques sans animaux qui prend vraiment de l'ampleur actuellement avec beaucoup de mairies qui se positionnent. Ça crée vraiment un mouvement. Alors, il y a un autre enjeu important, en fait, il y en aurait plein d'autres, mais je vais développer ces deux-là. Un autre enjeu important est celui de la cohabitation en ville entre les animaux de compagnie et la faune sauvage. Les chats, notamment, sont en effet souvent accusés d'être des prédateurs de la faune sauvage urbaine, oiseaux et petits mammifères, et ils sont accusés de nuire à la biodiversité. Alors, en tant qu'écologiste, nous sommes convaincus, et je suis convaincue, tout à la fois de la place des animaux domestiques, chiens et chats en ville, de leur importance et de la grande valeur des liens affectifs tissés entre animaux domestiques et animaux de compagnie et humains. Et nous sommes convaincus également de la place des animaux sauvages en ville. Du coup, en tant que responsable politique, l'enjeu va être de favoriser leur cohabitation et de limiter l'impact négatif que pourraient avoir les uns sur les autres. Du coup, une délégation qui porte directement sur ces deux sujets, biodiversité et conditions animales, permet de prendre à bras-le-corps le défi de construire une position qui permet de concilier les deux sujets. Quelques leviers d'action existent, notamment sensibiliser les propriétaires de chats à la nécessité de protection de la faune sauvage et à quelques aménagements possibles, très simples, comme faire porter la clochette aux chats lorsqu'ils sortent ou faire porter des collerettes qui sont de couleurs vives et très très vives, les collerettes Bird Be Safe, qui sollicitent la vue des oiseaux. C'est pour eux un signal et ils sont capables de voir le chat venir même dans l'obscurité. Peut-être sensibiliser aussi au besoin de faire jouer le chat et de les stimuler pour qu'ils aient moins envie de chasser. Sensibiliser aussi les particuliers et les services de la ville qui installeraient des nichoirs et mangeoires pour oiseaux à ce risque et aux moyens de protéger les oiseaux sans nuire aux chats. Par exemple, on peut penser à mettre des plantes odorantes qui repoussent les chats à ces endroits, également des barrières en caoutchouc à installer sur les arbres sur lesquels il y a des nichoirs et des mangeoires qui empêchent les chats de grimper aux arbres et qui sont bien sûr sans danger pour les chats. Également, il existe des émetteurs d'ultrasons qui ont un effet dissuasif sur les chats et qui fait que petit à petit, le chat saura dans quel espace il ne va pas s'aventurer. La Ligue pour la protection des oiseaux, à ce sujet, propose des solutions qui sont vraiment nombreuses pour protéger les oiseaux contre le chat qui peut être un prédateur, mais sans nuire au chat. Et cela permet de concilier protection des espèces sauvages et de la biodiversité et conditions animales. Ces répulsifs permettent du coup d'organiser les conditions d'une cohabitation en délimitant les espaces qui sont dévolus aux animaux domestiques et ceux qui sont dévolus à la faune sauvage, en s'appuyant sur une connaissance des comportements des uns et des autres.
La municipalité va également pouvoir agir pour éviter la prolifération des chats errants ou chats libres, en mettant en œuvre une action ambitieuse de stérilisation des chats errants, ce que prônent et mettent en œuvre toutes les associations de défense des chats. Et la ville pourrait aider les associations qui prennent cela en charge et sont souvent débordées. Également sensibiliser contre l'abandon des chats, aider aussi à l'organisation d'un système de garde pour éviter les abandons pendant l'été notamment. Voilà. Il y aurait énormément d'autres enjeux à présenter. Merci Manon. Pour la troisième partie de cette émission et de cet atelier, on va aller vers un détail pour certains, mais qui ne l'est pas pour moi et je pense pour vous, c'est les nuisibles, les fameux nuisibles. Que pensez-vous du terme de nuisible qui qualifie des animaux comme les renards, les blaireaux, les pigeons, souvent victimes de préjugés, et qui permet aussi de les chasser sans aucune contrainte, un certain nombre d'espèces dont certaines sont protégées dans d'autres pays, mais qui, avec ce statut, permet de les abattre sans aucune limite. Quelles approches alternatives proposez-vous à cette gestion du nuisible, Maryse ? Oui, d'abord les nuisibles officiellement sont répertoriés comme nuisibles 12 mammifères et 6 oiseaux. Alors déjà, la terminologie nuisible n'a de sens que sur un champ légal, en fait, de droit, mais n'a aucun sens sur un aspect biologique et voire philosophique aussi. Qualifier un animal de nuisible, en fait, c'est lui ôter le droit d'être, simplement, d'exister, d'être là, d'être présent. Et nous estimons que chaque espèce a son rôle à jouer sur notre planète, au sein d'un écosystème aussi, et puis pour permettre des équilibres naturels. Cette qualification, elle est vraiment nuisible. On pourrait s'interroger aussi pourquoi, en tant que mammifère, l'homme ne serait pas un nuisible en tant que tel aussi. Donc, ça n'a forcément pas une qualification justifiée, en tout cas, parce que toute espèce qui vit sur la Terre a le droit d'exister et toute espèce qui vit sur la Terre a un rôle à jouer. Donc, justement, tout à l'heure a été évoqué le renard. Alors là, c'est un enjeu très fort sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est un cheval de bataille pour notre vice-président Nicolas Thierry, donc en charge de la biodiversité et l'environnement, qui se bat énormément pour lutter contre, justement, le fait de détruire ces animaux-là, hein, sachant qu'ils ont un rôle très important à jouer. Puisque vous savez que la plupart des renards sont très friands de tout ce qui est rongeurs, petits rongeurs. Les rongeurs qui sont des ennemis des agriculteurs, donc quelque part les renards sont des amis des agriculteurs, et on peut s'interroger justement sur le fait de se dire ce paradoxe en disant parce que souvent ce sont des chasseurs-agriculteurs quand même, il faut le dire, qui vont détruire les renards alors que ce sont leurs propres alliés pour le maintien de leur culture. Donc alors pour les solutions à aujourd'hui ces nuisibles reconnus, il peut y avoir des solutions, par exemple, je pense aux ongulés comme les sangliers, de clôture, hein, pour empêcher les sangliers de venir détruire des cultures de maïs notamment ou autres. Il peut y avoir aussi... mais en fait, quelque part, de temps en temps, si on laisse la nature parler, elle se régule d'elle-même. C'est-à-dire que finalement, les prédateurs et leurs proies s'autorégulent. C'est-à-dire que moins il y a de proies, moins il y a de prédateurs, et etc. Donc on ne laisse pas assez la place à la nature à s'exprimer, qui, elle, est en capacité de souvent s'autoréguler. Mais s'il y a besoin d'agir, on peut trouver des solutions qui ne sont ni violentes, qui ne font ni souffrir ces animaux-là. C'est une question politique de vouloir mettre les choses en place. Voilà, donc après, je pense que c'est très important d'avoir le respect de tout être vivant, y compris de ceux que l'on qualifie de nuisibles, parce qu'ils ont un rôle important à jouer et parce que
Et parce que la vie sauvage, lorsqu'elle aura disparu et lorsque nous aurons de moins en moins de biodiversité, que ce soit sur la flore ou animale, eh bien, on sera bien malheureux parce qu'on ne saura pas pallier. Bon, je ne vais pas rentrer dans le discours, par exemple, par rapport au renard sur l'impact sur la maladie de Lyme, et encore qu'il y a quand même pas mal de rapports scientifiques qui disent que indirectement le renard joue un rôle important puisque cette tique infectée est véhiculée par les rongeurs, justement. Et si le renard est là pour s'approvisionner en rongeurs, contribue à diminuer justement cette maladie qui peut être transmissible à l'homme. Il y a encore des polémiques là-dessus, mais pour l'instant, plusieurs rapports disent que, suite à des études, qu'il y a eu un effet donc, bénéfique là-dessus. Donc voilà, donc il y a des solutions non violentes de maintien de prolifération, mais encore une fois, lorsqu'on laisse la nature s'exprimer, et je trouve que justement on ne s'en inspire pas autant que l'on pourrait le faire. Hein, du coup, ça fait écho à tout ce qu'on parle, tout ce qu'on évoque en tant que biomimétisme aussi, c'est-à-dire qu'on imite la nature depuis Léonard de Vinci, il faut le dire, pour créer de l'innovation technique même. Il faudrait encore plus être à l'écoute que seulement limiter, voilà, et dans le respect aussi. Merci beaucoup Maryse. Effectivement, la biodiversité, c'est la beauté du monde. Exactement. Manon ? Le terme de nuisible qualifiant une espèce dite susceptible d'occasionner des dégâts ne convient pas, et il s'agit surtout pour une municipalité de mettre en place une gestion non létale de ces espèces. L'empoisonnement n'est plus du tout une option envisageable parce que ces animaux sont tout à fait légitimes à vivre sur ce territoire, et il y a d'autres solutions à privilégier. Alors à Paris notamment, les pigeons ramiers sont présents, et on peut penser à des principes d'une approche alternative à leur gestion. Pour les pigeons, tout d'abord, il faut veiller à empêcher le nourrissage. En effet, le nourrissage entraîne toujours la concentration et les surpopulations. Du coup, quand ces espèces deviennent trop nombreuses par rapport à la limite du territoire, là, cela peut poser problème. Alors, le nourrissage est interdit à Paris, hein, il est même susceptible d'une amende de 68 €. Pourtant, il est tout de même pratiqué, et il est pratiqué par des personnes qui recherchent un lien avec des espèces animales, hein, mais ne réalisent pas forcément que la pratique n'est pas bénéfique. Donc il y a vraiment tout un effort d'information et de sensibilisation à poursuivre, tout en prenant en compte la recherche du lien positif avec une espèce animale qui est manifestée par les nourrisseurs. Et à ce sujet, un exemple intéressant, donc dans le parc de Sceaux, plutôt que de lutter contre le nourrissage, ce qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place en fait, parce que malgré l'interdiction, les gens continuaient à le faire, ils ont pris le parti de l'encadrer très strictement, donc d'avoir un espace très circonscrit dans lequel il est autorisé, et avec une large information et sensibilisation. Bon, c'est une démarche qui est assez intéressante, avec cette logique de circonscrire dans un espace délimité avec une large information, une pratique qu'on ne parvient pas à interdire complètement. Également, un autre élément, c'est de poursuivre l'installation de pigeonniers pour les pigeons, donc pour circonscrire l'espace des pigeons dans la ville et réduire les nuisances sur d'autres lieux. De plus, cela permet de réguler, si nécessaire, la population par la stérilisation des œufs auxquels on a accès. Et ces pigeonniers, donc plusieurs ont déjà été installés, et ça permet vraiment une meilleure cohabitation, hein. Et comme leur espace est mieux circonscrit, ça évite aussi que certaines personnes pensent que les pigeons n'ont pas leur place, sont sales, etc. Voilà, ça permet vraiment une meilleure cohabitation entre humains et animaux. Alors troisièmement, bien sûr, toute l'entreprise d'éducation et de sensibilisation. Alors, à Paris, notamment les pigeons et les rats sont souvent victimes de préjugés. Les représentations culturelles sont
extrêmement négatives en ce qui les concerne. Ce sont des espèces qui sont mal vues, qui renvoient à quelque chose de très négatif dans notre imaginaire. Et il s'agit là d'essayer de changer les représentations et de faire en sorte que ces espèces soient perçues comme partie prenante de l'écosystème, légitimes à être là. Alors pour changer ces représentations, c'est très dur, donc on peut penser à mettre des ateliers en place dès l'enfance, dans les écoles, également un dispositif d'information pour les adultes, donc des panneaux explicatifs, mais aussi des balades urbaines avec des spécialistes. Il s'agit vraiment de comprendre que ces espèces ont le droit d'être là où ils sont, qu'ils ne sont pas des nuisibles, mais font aussi partie de la biodiversité. Donc de faire cesser l'appréhension. Et tout cela peut passer par une meilleure connaissance de l'espèce. C'est pourquoi nous souhaitons promouvoir une approche éthologique de ces espèces, donc connaissance de leur comportement, de leur mode de vie, de leurs besoins, etc. Et au niveau théorique, on peut introduire la catégorie des animaux liminaires. Par l'introduction de cette catégorie, il s'agit de remettre en cause la distinction qui est binaire entre animaux domestiques et animaux sauvages, en définissant une troisième catégorie, donc celle des animaux liminaires, qui qualifie des espèces non domestiques et qui se sont adaptées aux espaces habités par les humains. Car si nous sommes prisonniers de la distinction, si nous en restons prisonniers de la distinction qui a été établie entre animaux domestiques et animaux sauvages, cela donne pour résultat que certains ont tendance à penser que les animaux sauvages doivent vivre dans la nature sauvage et traitent ainsi les animaux liminaires comme des intrus. En effet, s'ils sont pensés comme ne devant pas faire partie de notre société, cela légitimerait à pouvoir les éliminer en toute impunité et ça légitime un peu l'idée de les qualifier comme nuisibles et voilà, l'idée de pouvoir les éliminer parce qu'on pense qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Alors quand on a introduit cette catégorie des animaux liminaires qui ne sont donc pas vraiment sauvages en fait, ni vraiment sauvages ni vraiment domestiques, qui survivent dans des conditions de proximité avec l'humain et qui font partie de cet environnement. Cette catégorie donc, de liminaires permet de comprendre que nous avons à cohabiter avec ces espèces. Merci beaucoup Manon. Nous allons prendre maintenant des questions du public ou des questions en ligne. Y a-t-il des questions? Le micro va arriver. Bonjour. Je suis nouvellement élue. On a un grand parc dans la ville qui est infesté de ragondins. On me demande en tant qu'élue d'exécuter ces animaux via un prestataire. Quelles alternatives en tant qu'élu écologiste je peux proposer? Manon, tu veux intervenir? Oui, dans quelle ville est-ce que vous êtes élu? D'accord. Effectivement, qui vous demande d'intervenir de la sorte? Est-ce que c'est... D'accord. Est-ce que vous avez pu avoir une discussion avec les membres de votre majorité pour essayer de construire une position qui serait justement alternative à la gestion létale de ces populations, donc là de ragondins en l'occurrence, parce qu'il existe toujours une alternative qui est non létale de gestion d'une population, donc soit à plus long terme par la stérilisation, soit en délimitant un espace. Mais en effet, il existe, je pense, essayer de sensibiliser à la gestion non létale de ces populations et vraiment de trouver les moyens qui existent. Alors, je ne sais pas en particulier pour les ragondins ce qui peut être mis en place, mais il existe toujours des solutions et il faut vraiment avoir une volonté de ne pas céder aux habitudes qui ont bien sûr pendant souvent été de gestion létale de ces populations. Il faut ne plus céder à ces habitudes-là et vraiment construire d'autres propositions. Alors si vous êtes minoritaire dans votre majorité, je pense qu'il faut arriver avec des solutions concrètes et montrer que des alternatives existent pour pouvoir convaincre des personnes qui n'ont pas ces habitudes.
Merci Manon. Je vais juste rajouter un petit point. La première chose à faire, c'est d'abord être certain du nombre d'individus. Et je dis bien le nombre d'individus parce qu'un animal, un ragondin est un individu. Et donc il faut d'abord connaître le nombre. Ce qu'on peut faire, c'est demander au service de la municipalité de réaliser un comptage. Le ragondin est un animal qui vit aussi la nuit, mais réaliser un comptage nocturne, un comptage diurne, voir sur la zone qui est réputée être occupée par ces ragondins, voir si on peut créer des corridors autour de cette zone pour les décourager d'aller au-delà. Après, je ne suis pas un spécialiste des ragondins et donc là, je ne pourrais pas donner plus de détails, mais après le comptage, demander l'intervention d'un éthologue et faire venir un éthologue au service de la mairie. Voilà. Autre question ? Bonjour, oui, c'est une question pour Maryse sur tout ce que tu as développé tout à l'heure sur les développements de la biodiversité, puis des zones humides, etc. Je voulais savoir quels liens ont pu être noués avec les agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses et qui peuvent aider notamment à avancer là-dessus. Et puis, le deuxième petit point aussi, c'est en Nouvelle-Aquitaine notamment, c'est peut-être plus crucial, quels liens sont noués notamment avec le secteur viticole. Avec le secteur Viticole. Viticole. Alors, les liens avec les agriculteurs vertueux, on va dire, en fait, c'est comme pour partout. Je pense qu'il faut se servir énormément de l'exemplarité quelque part en tant que témoignage. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur qui parle à un agriculteur ou un élu qui parle à un élu, afin de pouvoir convaincre et de faire évoluer des pratiques, des façons de faire en lien avec et la biodiversité et le comportement que l'on doit avoir dans le respect de toute espèce animale ou de la flore aussi. Donc je pense que ça c'est un point important, c'est de créer à la limite des réseaux autour de personnes qui ont des comportements différents, parce que le témoignage pour moi est encore plus fort que n'importe quelle théorie que l'on puisse développer. Sur le second aspect, justement j'ai évoqué tout à l'heure l'outil Ecobiose, qui pour nous est un comité de scientifiques. Ce comité de scientifiques, avec des expertises très diversifiées, travaille sur des écosystèmes, donc ils ont une expertise sur des champs différents, qui peuvent être sur l'agriculture, sur la viticulture, etc. Et c'est la confrontation aussi de toutes ces expertises-là qui permet d'affiner, en fait, de faire évoluer les façons de faire, justement, dans les pratiques, que ce soit agricoles ou sur la vigne ou dans différents domaines, dans différents secteurs. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi à nous d'avoir des leviers sur les choix de politique publique, justement, pour aller dans ce sens-là, et pour que dans une façon systémique de développement, quel qu'il soit, quel que soit le secteur, on puisse intégrer cette dimension donc de prise en compte de la biodiversité et de son environnement, sans pour autant que ce soit pas forcément justement nuisible entre guillemets, mais que ce soit justement quelque chose de porteur et que ce soit un point d'appui et que ce soit justement une opportunité d'accroître un développement plutôt que de le prendre comme une contrainte. Voilà. Donc Ecobiose est pour nous un outil très important. Pour ajouter un petit point, on pourrait voir aussi pour développer les bocages, les haies et les zones liminaires justement entre les espaces naturels et les cultures. On sait que le maïs est un aliment extrêmement énergétique et donc il va attirer les animaux sauvages et les sangliers, alors qu'il suffirait sur 5 mètres en bordure de parcelles de planter du sorgho, qui n'a pas du tout cette propriété, cette attirance pour les sangliers. Et ça, en fait, il va falloir voir avec les agriculteurs, avec les professionnels du secteur, pour créer et ouvrir le dialogue à ce niveau-là. Une autre question rapide. Oui, je voulais savoir en fait où est-ce qu'on en était au niveau européen par rapport à ces questions de gestion non létale des espèces dites nuisibles, parce qu'en fait nous, moi je viens de la région des Hauts-de-France, on a un gros problème par exemple avec le rat musqué, qui est une espèce qui est complètement transfrontalière en fait, et aujourd'hui
ça sert à rien d'avoir une gestion non létale côté français si on a une gestion létale côté belge, par exemple. Je sais qu'il y a d'autres cas en France, par exemple les sangliers dans les Ardennes, etc. Aujourd'hui, ces cas, hormis des cas de coopération transfrontalière vraiment localisés, comment on peut les traiter justement au niveau européen? Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à ce sujet-là? Est-ce que c'est un sujet qui est débattu au niveau européen ou pas du tout? Réponse en 1 minute. Il faudrait demander à l'un de nos députés européens qui... Là, j'avoue que... de pouvoir répondre à cette question. Ouais, étant à Bordeaux, je suis assez loin des frontières. Donc là, je n'ai pas de réponse. Quelqu'un dans la salle a-t-il... Pas de député européen à cette heure-ci? Juste pour information, il y a un atelier avec des députés européens sur la condition animale à midi. Donc voilà. C'est une question pour tout à l'heure. Ouais. On a le temps pour une question supplémentaire ou on est bon? On me fait signe qu'on est bon, donc je vais conclure. Mais je pense que vous l'avez vu, et je suis désolé, mais on m'a dit non. Donc je vais conclure en disant que le lien entre la biodiversité et la condition animale, c'est l'éthologie. C'est la discipline qui va devenir chérie des écologistes, parce que c'est vraiment... là où les progrès sont les plus frappants, et on se rend compte de beaucoup de choses, des liens fins qu'il peut y avoir entre les espèces et les individus à l'intérieur de ces espèces. Et comme Manon l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes encore dans la période d'ouverture du référendum pour les animaux, et je vous engage tous et toutes à le signer si vous ne l'avez pas déjà fait, à interpeller vos parlementaires si vous ne l'avez pas déjà fait, par téléphone ou par courrier ou par mail. N'hésitez pas à les interpeller. Faites des vidéos, des petites vidéos avec votre téléphone, entre 5 et 20 secondes. Prenez un point du référendum, faites-le. Et à ce niveau-là, je tiens à remercier Père Mick, mon maire, qui s'est gentiment prêté au jeu et qui a fait une vidéo de soutien pour le référendum, une vidéo qui a extrêmement bien marché. Donc si vous êtes élu, vous avez un potentiel de communication sur ce référendum, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci.